Il a accompagné ses enfants à la piscine avec l'école et il a sensibilisé à la surveillance en 5 minutes. Tout le monde s'assoit dans le petit bas, chacun met la tête sous l'eau à son tour et on compte. Le plus fort a tenu 15 secondes. Alors la consigne devient simple. Quand quelqu'un reste la tête sous l'eau, tu comptes juste. Au-delà, soit c'est un apnéiste, soit quelque chose ne va pas. Et tu préviens un adulte. Parce qu'en fait, on apprend aux gens à agir. On ne leur apprend jamais à reconnaître le moment. Et on va parler ensemble avec l'invité du jour, Guillaume Bourbon. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation. Et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vrai. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026, pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour Théo, bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume, un grand merci de t'avoir parmi nous, d'être là, d'avoir pris du temps. Ça s'est fait un peu au pied levé et je t'en remercie. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Guillaume Bourbon, je suis maître nageur comme toi depuis des années, comme tu l'as dit, formateur de maître nageur, principalement dans le domaine de la sécurité, puisque j'ai été aussi pendant 30 ans officier de sapeur-pompier et notamment en charge de la surveillance des plages avec les pompiers dans le département de la Savoie. Et à côté de ça, je suis impliqué dans tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la prévention des noyades, chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, que ce soit au niveau du grand public, que ce soit au niveau des travaux ministériels, que ce soit au niveau des événements qu'on peut organiser dans les piscines ou au niveau de conférences ou de colloques. Oui, parce que tu m'as dit que tu allais bientôt aller discuter, collaborer, travailler avec le Canada, justement à ce propos-là. Oui, alors je suis en contact avec le Canada depuis longtemps et puis les pays francophones en règle générale, parce que mon niveau d'anglais pour l'instant ne me permet pas d'être en contact intensif avec d'autres pays, mais j'y travaille. En attendant, oui, le Canada que j'ai rencontré à Poitiers, au colloque de Poitiers que organise le professeur Lebien. Et eux, ils ont aussi une conférence en septembre sur la prévention des noyades et la sécurité aquatique. Et j'envisage, ce n'est pas encore fait, hein, mais d'essayer d'y participer, ou en tout cas au moins d'aller voir. Voilà, donc c'est toujours très enrichissant d'échanger avec d'autres pays. On n'est pas parfait, ils ne sont pas parfaits, mais je pense qu'on a des choses à s'apporter les uns les autres et réinventer la roue quand certains ont trouvé des solutions, c'est dommage si c'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps de discuter. Et voilà, j'essaie de prendre ce temps-là parce que c'est très, très, très enrichissant et ça peut vraiment donner des pistes d'amélioration et notamment de progression dans la prévention des noyades pour nous en France. Oui, c'est vrai. J'ai fait un épisode avec je suis désolé, je vais pas avoir son nom en tête, mais qui est maître nageuse au Sénégal. Et c'est vrai que ça fait relativiser, ça fait prendre des choses qu'ils font très bien et des choses que nous on fait bien et aussi des problématiques que eux ils ont que nous on n'a pas et ça fait relativiser toujours d'être curieux, de s'ouvrir aux autres, ça peut être que positif et c'est aussi un peu le fil rouge de cette journée où autant d'acteurs différents vont venir parler du même sujet. Ouais, et puis
Au-delà de ça, il y a des fois on se met des barrières qui sont artificielles. J'ai vu à la conférence internationale sur les noyades en Égypte au mois de novembre dernier, j'ai rencontré un Brésilien, un médecin brésilien, qui a développé tout un programme pour lutter contre les noyades avec des moyens dérisoires. Et il a réussi, il arrivait à apprendre à des gamins à faire du massage cardiaque avec un bouchon de bocal de cornichon et un rouleau de papier toilette pour simuler un mannequin. Et c'était super efficace et ça coûtait rien. Et il avait développé tout plein de choses avec des bouteilles en plastique, etc. On s'aperçoit qu'effectivement, lutter contre les noyades, c'est pas forcément avoir des gros moyens financiers, des gros moyens matériels. C'est aussi un petit peu de réflexion et d'échange avec justement ces pays-là qui ont un peu moins de moyens que nous et pourtant qui baissent pas les bras face à ce problème. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir des retours de ces personnes. Oui, on verra tout au long de la journée que, en fait, lutter contre la noyade, sensibiliser à la noyade, c'est à plein d'échelles, que tout le monde a son rôle à jouer, qu'on soit juste un utilisateur de piscine, alors juste entre guillemets, mais aussi qu'on soit dans les têtes pensantes du pays. On a tous un rôle à mener. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je te propose, avec le soutien de la Fédération française de natation qui a accepté de participer et de nous mettre à disposition les clips de prévention qu'ils font, d'en voir un premier. Je te propose qu'on le regarde, qu'on en discute un peu et qu'après on embraye sur le sujet que tu nous as amené aujourd'hui. Ça te va? Ça me va. Tant mieux, c'était prévu. Ça me... C'est parti. Donc, normalement, vous entendez le ton. Je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans. Dans quelques secondes, je vais me noyer. Pourtant, je sais nager. Mais avec l'alcool, on oublie juste que l'eau peut être dangereuse. Et franchement, je pensais pouvoir gérer, jusqu'à ce que l'eau décide pour moi. Combien de défis avant que l'eau ne décide pour vous? Quelques secondes pour que tout dérape. Restez prudent. La noyade ne prévient pas. Fédération française de natation. Il y a toujours un club près de chez vous. Agissez. Voilà, encore un grand merci à la Fédération déjà pour tout le travail et puis pour les clips, c'est important de sensibiliser, c'est important d'en parler. Merci d'avoir accepté qu'on les diffuse et de nous soutenir. Malheureusement, cette fois, il n'y avait personne de la Fédé de disponible, mais la prochaine fois, avec grand plaisir. Guillaume, quand tu vois ce genre de clip, à quoi ça te fait penser? À quoi tu penses? Moi, mon analyse sur la prévention des noyades, c'est que s'il y avait aujourd'hui une solution majeure qui dépasse toutes les autres, qui permette d'avoir des résultats hyper satisfaisants, elle serait déjà mise en œuvre. Ces clips, ils font partie d'une chaîne. Pour lutter contre les noyades, c'est une chaîne et en fait, chaque maillon a son importance et il faut vraiment que tous ces maillons soient les uns après les autres pour pouvoir arriver à être efficace. Et donc, c'est indispensable d'avoir ces clips, mais ce n'est pas suffisant à eux seuls. J'ai beaucoup de remarques, des fois, des professionnels quand je fais des formations, en disant que fait la fédération, que fait l'État. Ils font des choses, on vient de le voir. Mais après, ces choses-là, il faut qu'elles soient relayées, il faut qu'elles soient exploitées. Et à elles seules, elles ne suffisent pas. Si on pensait que la prévention de la sécurité routière, il suffit de faire un clip pour arrêter qu'il y ait des accidents, non, ça ne suffit pas. Il faut aussi des contrôles, il faut aussi des systèmes de sécurité, il faut aussi aménager les routes comme il faut. C'est pareil pour les noyades. C'est-à-dire qu'il faut éduquer le public avec ces clips-là, par exemple. Mais à eux seuls, il faut aussi qu'ils soient accompagnés. Aujourd'hui, je trouve aussi que l'investissement des maîtres nageurs est indispensable dans ce sujet-là. Parce que parler de la prévention des noyades, si ce n'est pas le métier des maîtres nageurs, alors c'est le métier de qui? Et il faut que ces clips soient accompagnés, ils soient utilisés. Il y a plein de piscines qui ont des écrans géants. J'en ai vu dans certaines piscines qui diffusent ce type de clips. Il y en a d'autres, ils diffusent uniquement les horaires des activités.
c'est aussi l'occasion de les diffuser, puis d'avoir des gens qui sont capables d'expliquer à côté pourquoi on parle de ça, quoi. Si on prend le parcours d'un citoyen aujourd'hui en France, son investissement dans sa propre sécurité des activités de loisirs, alors je ne parle pas que baignade, mais on va recentrer sur la baignade à la fin. À quel moment un enfant, entre le moment où il rentre en maternelle et il sort de ses études supérieures, à quel moment on lui a appris à être acteur de sa sécurité? Pratiquement pas, sauf s'il a eu la chance d'avoir un prof, une instite un peu sensible qui a fait un jour un petit thème là-dessus. Sinon, il apprend à consommer les activités de loisirs sans se poser la question de savoir comment elles sont sécurisées, quels sont les risques inhérents à ces activités. Alors, on le retrouve en montagne, hein, avec des gens qui partent en tongs, on le retrouve au bord de la mer avec des gens qui ne savent pas nager et qui vont se lancer le défi d'aller jusqu'à la bouée de 300 mètres. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas été éduqués à ça. Et si on se pose la question comment les éduquer, alors on a ces clips là qui disent ben attention, la baignade ça peut quand même avoir des risques si on fait n'importe quoi. Si elle est préparée de façon raisonnable, qu'on va dans une zone surveillée, que si on ne sait pas nager, on se renseigne sur les courants et les choses comme ça, si on respecte les interdictions, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, cette éducation-là n'existe pas. Et puis ça a été amplifié depuis le Covid où les gens ne supportent plus les interdictions. Et donc aujourd'hui, on a des générations de baigneurs qui n'ont plus ni la notion du risque, ni l'éducation de respecter les mesures de sécurité qui sont mises en place pour eux. Hein. C'est pour eux. Et donc, il faut qu'on arrive à développer ça. Et pour ça, je trouve que les maîtres nageurs sont les mieux placés pour parler de ça, en tout cas. Ça me paraît important. Oui, et puis en plus, c'est eux qui sont en contact direct parce que c'est sûr que quand il y a une règle qui est marquée au mur ou une règle qui est expliquée, qui est racontée par un maître nageur, forcément, ça n'a pas le même impact sur la personne qui la reçoit. Oui, et puis il faut que, tout doucement quand même, que les gens arrêtent de croire qu'on va s'occuper de tout pour eux. Voilà. Non, mais je dis souvent en formation, là, si on va à la piscine le dimanche là, avec ses enfants, et que quand on arrive devant la piscine, il y a un grand panneau marqué aujourd'hui, pas de surveillance, débrouillez-vous. Je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre de parents qui vont faire beaucoup plus attention à leurs enfants. S'ils se relâchent, qu'ils sont sur leur téléphone et qu'ils ne regardent pas leurs enfants, c'est parce qu'ils savent qu'on s'occupe de la sécurité à leur place. Donc, peut-être que là, on a été trop loin dans la sécurisation. C'est bien hein, qu'il y ait des maîtres nageurs à la piscine, c'est indispensable. Mais est-ce qu'on n'a pas trop pris le dessus sur ce qu'on attend quand même du rôle des parents? Quand on a 500 baigneurs pendant la canicule et qu'il y a des dizaines d'enfants dans un bassin, on surveille. Mais est-ce que ce n'est pas aussi en collaboration avec les parents? Sauf que ça, on ne leur a pas appris. Et la plupart des parents ignorent complètement leur rôle de sécurité dans ces activités-là. Je viens, j'ai une organisation qui est en place, donc je me relâche et je fais rien parce qu'on s'occupe de tout pour moi. Peut-être que là-dessus, on a été un peu loin. Le nombre de fois où tu vas voir un parent en disant bah, « Tenez, je vous rends votre enfant qui vient de se noyer, faites un peu attention » et qui te disent bah, « Non, mais c'est bon, vous êtes là. » Donc, oui, je sais pas faire attention. Parce que alors, moi, je leur réponds que j'ai déjà fait mon travail puisque je leur ai ramené. C'est eux qui n'ont pas fait le leur parce que moi, je l'ai vu qu'il était tout seul. Donc, je leur ai ramené. Maintenant, à eux de faire leur part. Voilà, c'est toujours ce côté où j'ai l'impression d'être un peu un vieux con qui dit ça, mais que on est de plus en plus la société consommateur et pas assez responsabilisé, et ça va avec tout ça. Et dans tout ce que je dis, il y a qu'à voir par exemple le nombre de personnes qui écoutent Swim Smart sans être abonnés, sans faire le petit effort en plus qui permet d'aider un peu tout le monde. Bah, ils le font pas, et j'ai l'impression que ça va dans tous les domaines. On a des générations de consommateurs, soit dans le milieu du travail, dans le milieu du loisir. Les gens viennent, prennent et arrivent avec leurs contraintes et il faut s'adapter à leurs contraintes. Et on n'échappe pas à cette règle au bord des baignades. Et c'est peut-être là-dessus où il y a un axe de progression, je pense, de la part des professionnels et de tous les acteurs. Hein. Je parlais des maîtres nageurs qui me semblent être les mieux placés pour parler de la prévention des noyades. Mais c'est une chaîne, hein, je l'ai dit, hein, il n'y a pas qu'eux qui peuvent faire évoluer positivement les choses.
Et justement, tu parlais d'une chaîne, et c'est là où on voit que je deviens un vrai professionnel des transitions, des interviews. Tu es venu nous présenter, nous parler du mur contre les noyades, donc que j'affiche là. Est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? Parce que ça va être un peu le pourquoi une journée comme ça existe, c'est en partie avec ça, quoi. Ouais, alors j'avais fait cette petite illustration pour essayer de dézoomer un petit peu, parce que le rôle de chaque entité, chaque acteur, parce que chaque fois que je suis, par exemple, dans une formation avec des professionnels, et ils me disent bah, que fait l'État pour la prévention des noyades. Puis quand je suis avec un architecte, lorsqu'on discute d'une nouvelle piscine, les maîtres nageurs, bah, que fait l'architecte? Et en fait, on s'aperçoit que pour organiser la sécurité, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte et qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Tout le monde doit y participer. Et ce mur, si on enlève une brique, ben, l'eau, elle passe à travers le mur. Et si on ne met qu'une seule brique, ça ne suffit pas. Donc, il faut que tout soit pris en compte. Et j'avais découpé, alors on pourra peut-être en mettre d'autres, hein, mais j'avais mis plusieurs thèmes. J'avais marqué la prévention et l'éducation du public. On vient d'en dire quelques mots. On pourra encore développer si tu veux. L'aménagement des espaces, que ce soit l'architecte dans une piscine, que ce soit l'aménagement d'une zone surveillée ou que ce soit à l'inverse la notification des interdictions dans certains endroits, parce qu'on a encore eu plein de noyades là cet été avec des gens qui se baignent dans des endroits interdits, dangereux, parce qu'ils ne se rendent pas compte du courant, des objets qui peuvent être sous l'eau, etc. Est-ce que ces aménagements, soit en termes de nettoyage, soit en termes d'affichage de l'interdiction, etc., sont suffisants ou bien adaptés? J'avais discuté avec un architecte, j'avais trouvé ça super intéressant, par exemple sur les aménagements des vestiaires dans les piscines. Comment on fait pour qu'un gamin ne parte pas à toute vitesse vers le bassin le temps que ses parents sont en train de se changer? Et il y a des endroits où ils ont aménagé des vestiaires avec des espaces de jeu où le gamin il n'a pas tendance à partir au bord du bassin. En attendant ses parents, il joue dans un petit espace sécurisé. Et c'est pas voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais il faut que ce soit pensé en amont. Donc l'aménagement des espaces, ça va aussi quelque chose qui peut participer à la sécurité. La formation des professionnels. Cet été, déjà l'été dernier, on a identifié quand même pas mal de noyades en piscine publique. C'est rare, hein, les noyades en piscine publique. Rapporté au nombre de baigneurs, c'est on peut dire, pratiquement pas un sujet. On a des millions de baigneurs chaque année dans les piscines et pourtant ça n'empêche pas. Enfin, il y a très peu d'accidents. Aujourd'hui, ils sont juste pas acceptés au niveau sociétal. Les gens n'acceptent pas de se noyer dans un endroit surveillé. Et donc, la formation des professionnels, elle me paraît importante parce que comme il y a très peu d'accidents, on a l'impression qu'on est fort, qu'on est bon. Et c'est pas, moi, j'ai pas cette analyse-là. Parce que quand on regarde, par contre, les quelques accidents qui ont lieu, on s'aperçoit souvent qu'il y a eu des dérives liées à l'usure du temps, liées à un manque de formation, liées à pas mal de facteurs, qui fait que si les professionnels sont mieux préparés, ils peuvent être encore plus efficaces. Et là-dessus, il y a aussi des axes de progression. Le savoir nager, les anses aquatiques, oui, effectivement, quand on sait nager, on a quand même moins de risques de se noyer, mais c'est pas suffisant. Voilà, un exemple de la brique pas suffisante, c'est-à-dire que là, on a fait un gros zoom sur les dernières années et c'est super intéressant sur les anses aquatiques, par exemple. Mais les anses aquatiques, elles s'adressent à une cible assez restreinte de personnes. Elle ne va pas s'adresser aux personnes qui savent déjà nager. Et les noyades qu'on a eues cet été avec des adultes qui savent nager, notamment en mer, les anses aquatiques ne vont pas du tout résoudre ce problème. Donc, c'est une brique parmi d'autres, mais il faut effectivement travailler là-dessus parce qu'on sait que le niveau diminue des enfants qui sortent de l'école primaire et qui ont encore des niveaux insuffisants pour être en sécurité lorsqu'ils tombent à l'eau. L'organisation de la sécurité, c'est pareil. Ça se construit une sécurité dans un établissement, ça se construit une sécurité au bord d'un lac, au bord de la mer. C'est pas simplement je mets quelqu'un qui a le diplôme et je dis c'est bon. On a encore pas mal d'endroits où des élus qui aménagent un espace, ce qui est bien, hein, notamment avec les canicules. Maintenant, on va en avoir de plus en plus. Qui recrute un BNSSA qui vient d'avoir son diplôme et qui dit vous allez organiser la sécurité. Ouais, alors il sait faire du sauvetage, il sait faire du secourisme.
Maintenant, réfléchir sur la sécurité, les zones dangereuses, etc., c'est un peu difficile de le laisser tout seul dans ce genre de situation. Donc, la sécurité, ça se réfléchit, ça se travaille, et puis ça évolue. Ça évolue au gré des accidents. Alors, j'en parle un petit peu après, sur le retour d'expérience. Quand on a un endroit où on a réussi à éviter un accident, ou malheureusement, quand un accident a eu lieu, c'est toujours très, très intéressant de regarder ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas ailleurs. Et ça, c'est pareil, c'est une culture, alors pour le coup, qu'on n'a pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les accidents, on ne partage pas les solutions. Généralement, quand il y a un accident dans un endroit, moins il y a de publicité, mieux c'est. Et des fois, un accident qui pourrait se reproduire dans la piscine d'à côté, il n'est même pas connu des voisins qui pourraient, par des mesures parfois très simples, faire en sorte que cet accident ne puisse plus avoir lieu. Donc, on ne sait pas faire ça. La surveillance, alors là, il y a des projets de réforme du BNSSA qui vont probablement sortir. Et puis, il y a eu la norme AFNOR qui a permis d'amener des outils pour la surveillance. Mais c'est encore pas bien ancré. Il y a encore du travail d'assimilation de tout ça. On peut améliorer fortement la qualité de la surveillance avec une formation adaptée, avec des outils adaptés. Donc ça aussi, ça fait partie des outils pour améliorer la prévention des noyades. Et puis bien sûr la réglementation, tout ce qui va pouvoir permettre d'avoir des supports législatifs qui améliorent la sécurité, il faut s'appuyer dessus. Bon là, on est sur un niveau de décision qui sera plus du niveau de l'État, mais ça se construit avec les professionnels, ce que font très bien les fédérations de maîtres nageurs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un outil aussi pour lutter contre les noyades. Donc, quand on voit l'accumulation de toutes ces briques, on voit que dans plein de domaines, on peut encore travailler, on peut encore progresser. Et c'est grâce à ce travail-là qu'on va pouvoir faire diminuer. Il ne s'agit pas seulement de se dire, bon, ok, je suis maître nageur, il y a 1500 noyades par an, et puis voilà, on s'arrête là. Non, il faut travailler. Comment on fait pour aller plus loin? Et dans les professionnels, dans les fédérations de maîtres nageurs, fédérations de natation, il y a des gens qui ont des tas d'idées super intéressantes qui parfois méritent qu'on s'y attarde un petit peu pour voir si elles peuvent apporter quelque chose. Et ça soulève plein d'éléments importants. Ça montre pourquoi une journée comme on va vivre aujourd'hui est pertinente d'avoir tous ces acteurs au même endroit pendant un instant T, parce que bien souvent, toutes les briques que tu as, j'ai l'impression qu'elles travaillent chacune de leur côté. Et le plus dur, c'est de les assembler. Oui, c'est ça. Bon, alors, parfois, il y a des petits liens provisoires, plus ou moins forts. Mais effectivement, le plus dur, c'est d'enchaîner tout ça. Néanmoins, il ne faut pas être pessimiste. Je crois que l'actualité, malheureusement, va nous pousser à travailler là-dessus. On ne peut pas imaginer que dans les années à venir, avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus de gens qui vont se rapprocher des points d'eau. On va forcément avoir des points d'eau qui vont se développer. On commence à avoir les baignades en rivière qui commencent à bien fleurir dans les villes, etc. Des choses qu'on n'avait pas dans les années, encore il y a une dizaine d'années. Donc, si on veut développer ça, parce que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas empêcher les gens d'aller se rafraîchir, on ne pourra pas empêcher le loisir de se développer. Donc, il va falloir qu'on travaille sur la sécurité qui va avec. Et comme on va avoir quand même, à mon avis, une augmentation inévitable des gens qui vont se baigner, il va falloir qu'on s'entende, il va falloir qu'on fasse des efforts les uns et les autres pour se parler. Et accepter aussi que c'est quelque chose qui est mouvant, la sécurité. On n'a pas une recette miracle en disant, allez, il faut faire comme ça et c'est la solution. Elle va évoluer en fonction des habitudes, en fonction des événements climatiques. Il y a plein de choses qui bougent et on va devoir s'adapter. Et ça, c'est le deuxième chose importante, c'est se parler et accepter aussi d'évoluer, de se remettre en question et de dire, bon, ok, peut-être ce qu'on fait aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus suffisant ou il faudra peut-être faire évoluer ce qu'on fait parce que les choses se développent, les habitudes changent, les niveaux.
Je ne sais pas si, par exemple, dans 10 ans, on s'aperçoit que la moitié de la population ne sait pas nager, on ne va pas pouvoir gérer la sécurité de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, il faut être vigilant ou en tout cas veiller l'actualité pour réfléchir à ce qu'on doit mettre en place. Le développement des activités de loisirs, on a de plus en plus d'appareils variés qui vont dans l'eau. Alors, ça va du vélo électrique à foil, des scooters à main, voilà. L'imagination humaine n'a pas de limite. Et il faut aussi s'adapter à ça. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, moi, j'ai vu ça, des gens arriver dans une zone de baignade en lac, là, ils ont arrivé avec leur petit compresseur, et puis ils ont gonflé une structure gonflable de 3 mètres par 3 mètres qu'ils avaient acheté sur un site chinois, là. Et ils arrivent avec leur structure gonflable de 3 mètres par 3 mètres. Ah ouais, mais la réglementation, qui en parle, elle n'interdit pas une structure gonflable dans la zone de baignade. Mais elle ne donne pas les dimensions. Avant, c'était un petit bateau ou un petit kayak gonflable. Voilà. Aujourd'hui, si tout le monde vient avec sa structure de 3 mètres par 3 mètres, comment on fait pour améliorer la sécurité et pour s'adapter à ça? Donc, voilà un exemple d'adaptation. Et il va falloir qu'on soit curieux de ce qui se passe et puis prudent aussi. Parce que il y a quelques années en arrière, des bouées, on les achetait forcément dans un magasin physique en France. Aujourd'hui, on se retrouve avec des bouées qui viennent de l'autre bout du monde. Les douanes, elles n'ont pas la possibilité de tout trier. Et on se retrouve avec des bouées qui se retournent facilement, hein, parce qu'elles les ont achetées pas cher sur un site chinois, et qui ne sont pas aux normes européennes, mais qui ont passé la douane parce que trop de colis. Et on se retrouve face à ça. Comment on s'adapte? Comment on fait pour faire en sorte que ces bouées qui sont dangereuses pour les gamins qui sont dedans ne provoquent pas d'accident? Est-ce qu'on interdit les bouées? Est-ce qu'on doit éduquer les parents? Est-ce qu'on doit faire une zone spéciale pour ça? Il y a plein de questions, plusieurs réponses possibles, mais ça fait partie de l'adaptation, comme tu disais, et l'importance de se parler aussi. Oui, et puis de se rendre compte que, et tu l'as montré dans ton exemple, pour éviter que l'enfant aille directement à la piscine, de mettre des aires de jeu, l'adaptation, elle va pas demander forcément des moyens excessifs, elle va pas demander beaucoup de bras, ça peut être quelque chose de très simple. Si c'est bien réfléchi, ça peut déjà faire pencher la balance du bon côté, quoi. Ouais, il faut arrêter d'imaginer, et là c'est une leçon que j'ai vraiment prise avec le docteur brésilien, là, c'est que parfois les moyens pour lutter contre les noyades n'ont pas besoin d'être des gros investissements financiers, techniques. Parfois, c'est simplement déjà une éducation des participants, hein. Si demain on apprend aux enfants dans le cycle que je parlais tout à l'heure, là, entre la primaire et la sortie des études supérieures, si on apprend aux citoyens, aux enfants qui vont devenir citoyens derrière, qui sont des citoyens mais qui vont devenir après des citoyens actifs, à être acteurs de leur sécurité, mais ça ne demande pas des investissements matériels, c'est une éducation. Mais il va falloir travailler un petit peu sur la façon dont on approche cette éducation. À quel moment on le fait? Est-ce qu'on le fait à plusieurs endroits? Sous quelle forme? Est-ce qu'on doit aller dans les écoles? Est-ce qu'on doit organiser des journées d'information? Est-ce qu'on doit organiser des stages? Comment on éduque les enfants lorsqu'ils sont, par exemple, dans un club de natation? C'est-à-dire qu'ils vont participer à une activité sportive. Comme toute activité, elle a des risques. Elle n'est pas dangereuse, elle a des risques. Et on met en place de la sécurité pour qu'il n'y ait pas d'accident. Néanmoins, est-ce que, je prends un parallèle, est-ce qu'un gamin qui va apprendre dans une école de surf, dans un club de surf sur la côte atlantique, est-ce que c'est inutile de lui parler des baïnes et des marées? Ça paraît complètement fou de dire non, il fait juste du surf. Non, il y a des risques liés à l'environnement, il y a des marées, il y a des baïnes, qu'il apprenne ce que c'est, comment on les évite ou comment on compose avec, et il va pouvoir pratiquer avec une notion du risque lié à son activité. Combien de clubs de natation aujourd'hui ne font ne serait-ce qu'une demi-heure, un quart d'heure, une initiation, une information aux enfants qui vont venir apprendre à nager sur les
comportement sécuritaire au bord de l'eau. Il y a des enfants, ils vont faire 2, 3 ans, 4 ans de club de natation et ils n'ont pas du tout d'initiation aux risques liés à l'eau. On a eu des accidents de club de natation, soit en entraînement, soit en compétition, avec des enfants qui perdent connaissance ou des nageurs qui perdent connaissance à l'échauffement ou pendant l'entraînement. Et la réaction, alors elle a eu lieu, hein, mais finalement, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ce problème. Il peut arriver, je parlais du retour d'expérience, c'est déjà arrivé. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en place quelque chose qui apprend à un enfant qui est en club de natation de dire, si quand tu nages, tu as un copain qui reste au fond pendant plus de 15 secondes, tu préviens l'entraîneur. On ne lui demande pas d'aller faire un massage cardiaque, on ne lui demande pas de dire il va mourir, on lui dit tu as une situation qui est considérée comme une situation anormale et on te demande juste, et c'est finalement une première éducation, de réagir à cette situation. Si on n'apprend pas à réagir à un enfant, il peut passer dessus 3 fois, au-dessus 3 fois, en se disant je ne vois pas en quoi c'est un problème, on ne m'a jamais appris que c'était un problème. Donc, c'est cette éducation-là qui me paraît importante et elle peut se poursuivre dans toute la progression quand les enfants grandissent jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Si demain, on a un adulte, comme on l'a vu dans le clip, là, qui est sensible au fait que l'alcool et la baignade, ça ne va pas ensemble, peut-être qu'au lieu de se dire où il est quand il est tombé, c'est se dire non, tu ne montes pas sur la planche. Comme aujourd'hui, on le fait en voiture. Aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'en boîte de nuit, il y a les capitaines de soirée et on ne va pas prendre le volant quand on a bu. Est-ce que cette éducation-là, on ne pourrait pas la transposer sur la partie sécurité des baignades? Il y a un truc intéressant et je pense important, c'est cette notion de progressivité qu'on a tolérée dans l'éducation nationale forcément, qu'on commence à comprendre dans le sport qu'il faut commencer doucement et puis se mettre petit à petit, augmenter les charges, les volumes. Mais dans la sécurité, on passe de tout à rien. On n'est pas du tout sensibilisé, puis boum, d'un coup, on passe l'AFPS, moi qui suis vieux, ou le PSC1 ou le PSE1. Mais il n'y a pas cette notion de progressivité, comme tu as évoqué, de dire, attends, la première étape, c'est, essayer de déceler les moments un petit peu anormaux et de prévenir. Et puis, petit à petit, de pouvoir construire dessus. Oui, alors, c'est amusant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je pointe souvent quand je vois les journées prévention noyade qui ont lieu en juin en général. Je regarde souvent les programmes. Alors, il y a plein de piscines qui le font et c'est très bien. Hein, je ne veux pas décourager ça. Mais je me dis, le gamin qui n'a jamais été éduqué, qui vient à cette journée, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il vient, alors on lui apprend à faire un peu de remorquage avec un mannequin, bon, très bien. Après, on lui apprend à faire une PLS, on le fait essayer le massage cardiaque sur un mannequin, super. Puis je dis à la fin de sa journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du sauvetage, il a fait du secourisme, mais à quel moment il met en œuvre ce sauvetage et ce secourisme? J'ai eu la même situation avec l'agrément des parents en éducation nationale. On leur fait passer, alors on leur explique 2-3 notions de pédagogie, on leur fait passer un petit test là, et puis après on leur dit, voilà, vous allez pouvoir prendre en main un groupe. Bon, au-delà de, s'il n'y avait rien, on pourrait s'en offusquer, il y a un petit quelque chose, mais la question que je me pose, c'est, et pour l'avoir vécu, qu'est-ce que finalement on a appris à ce parent qui va venir assurer la sécurité du groupe? On lui a appris à faire un bout de sauvetage et on lui a appris éventuellement à sortir un gamin de l'eau. Mais à quel moment il va mettre en œuvre ce qu'il a appris? Parce que j'ai été confronté à un parent et un instituteur qui regardait un enfant qui était en train de faire le bouchon, mais qui n'était pas capable de comprendre ce qui était en train de se passer. Alors, si on leur dit sauter, ils seront peut-être capables d'aller chercher de le ramener, puisque ça, on a testé lors de l'agrément qu'ils en étaient capables. Mais la première étape de dire à quel moment je saute, ils n'ont pas appris. Donc, ils ne savent pas reconnaître facilement une noyade. Déjà, c'est difficile même pour les professionnels parce que la noyade, c'est pas comme dans les films. Hein. Donc, déjà, cette étape-là, elle n'est pas forcément acquise. Mais on leur apprend à faire du sauvetage, on leur apprend à faire du secourisme. C'est ce qu'on fait là avec les enfants. Mais on ne leur demande pas de savoir réagir. En France, aujourd'hui, on est le 2e pays au monde avec le plus de piscines privées par habitant. Okay, après les États-Unis.
on a plein d'accidents de noyade dans les piscines privées. Si on apprend à un enfant à réagir quand son petit frère, sa petite sœur, mais aussi ses parents, ou pourquoi pas, hein, il y a déjà eu des parents qui font une crise d'épilepsie dans la piscine, à dire, quand quelqu'un reste dans l'eau, et je parlais tout à l'heure du club de natation où on passe au-dessus de son copain qui reste dans l'eau, c'est pas normal, je dois à minima prévenir. Donc on fait une partie éducation, et si ce gamin qui nage avec sa petite sœur ou son petit frère dans la piscine à la maison, son petit frère il reste sous l'eau, de se dire j'ai appris, je dois aller chercher papa, je dois aller chercher maman, je dois aller chercher le voisin ou la voisine. Ça c'est une éducation, aujourd'hui on l'a pas. Et donc si on n'apprend pas aux enfants, mais aussi aux adultes, quelles sont les situations dans lesquelles ils doivent réagir, alors on loupe la première étape. Et on peut faire tout le reste comme on veut, un super secourisme, un super sauvetage. Si on ne saute pas pour aller chercher le gamin, ça ne sert à rien. Alors, je suis un peu triste parce que du coup, je me rends compte que mon fils, je lui dis, tu vas pas tout seul, tu vas pas sans un adulte dans l'eau, mais à aucun moment, je lui ai dit, et si tu vois un de tes copains qui va tout seul, tu viens nous chercher. Donc déjà là, ça serait la première étape que je pourrais faire à mon fils d'arrêter de penser entre guillemets qu'à lui, d'être tourné vers les autres, et ça serait la première étape de son circuit un peu de sauveteur, de se dire, attends, j'ai un petit copain de 5-6 ans qui va qui se rapproche de la piscine, je sais qu'il n'a pas le droit, donc je vais chercher un adulte. Donc merci de dire que mon éducation est pas encore correcte. Ça me fait plaisir, c'est gratuit, je te l'offre. Voilà, je commence à dire. Tu sais, ce que tu dis là, je l'ai fait quand j'accompagnais mes enfants avec l'école, je l'ai fait en 5 minutes la première séance. On s'assoit dans le petit bain et on met la tête dans l'eau chacun son tour. Enfin, les enfants mettent la tête dans l'eau. Et on compte. Et le plus fort, il est resté 15 secondes. Okay, et bien après, je dis aux enfants, voilà, quand on va à la piscine, quand on est à la piscine avec papa, maman, quand on est avec les copains, quand quelqu'un reste la tête sous l'eau, on compte jusqu'à 15. Parce que 15, on y arrive. Il y en a qui y arrivent. Si à 15, il a toujours la tête sous l'eau, on prévient un adulte. Okay, si ces gamins que j'ai eus dans les groupes que j'ai accompagnés, demain, ils sont à la piscine, ils sont à la plage et ils voient quelqu'un qui reste sous l'eau et qui se rappelle que au-delà de 15 secondes, soit c'est un apnéiste, soit il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Si ces gamins, ils réagissent en disant « Ok, j'appelle le maître nageur ou j'appelle papa, j'appelle maman parce que mon copain, il est resté trop longtemps sous l'eau », ben, on a progressé. Et ça, finalement, c'est pour ça que je disais que c'est le rôle des maîtres nageurs. Il y a des tas de solutions pour éduquer les enfants. Faire des jeux de piste, faire des escape games, voilà, ça c'est le travail des maîtres nageurs. Ils peuvent, moi je l'ai fait avec des vidéos de loutres qui apprennent à nager à leurs petits dans des écoles avec des Playmobil. Voilà, il faut trouver des solutions. Ça, j'ai absolument pas d'inquiétude sur le fait qu'aujourd'hui nos éducateurs sportifs, ils ont des idées pédagogiques qui peuvent amener à ça. Mais il faut le faire. Aujourd'hui, c'est très peu fait. Il y a quelques personnes qui se bougent, mais c'est assez peu fait. Donc l'éducation du public, c'est quelque chose qu'il faut retrouver et pour l'instant qui est pas encore suffisante et encore moins suffisante quand on voit que la population devient de plus en plus passive dans sa sécurité. Ouais, ce fameux problème d'être consommateur, y compris de la sécurité, qui est une fausse croyance. Mais tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai fait ce live, parce que on parle entre experts, entre professionnels. J'ai pas l'impression qu'on dise attention, on va tous mourir, mais on donne quand même des tips à chacun. Voilà, vous parents qui écoutez, et vous pouvez dès maintenant commencer à éduquer vos enfants par des petites touches, la règle des 15 secondes comme tu as dit, le fait d'aller chercher des adultes. Et c'est en ça où on a chacun notre pierre à apporter à l'édifice, quoi. Ou notre brique au mur. Tu parles de l'éducation des parents, je parlais des piscines privées en France. Il faudrait, à mon sens, que les sociétés d'assurance, puisque chaque maison qui a une piscine, généralement, ils ont une assurance, hein, on a tous une assurance habitation quand on a une maison, puissent dire on inclut la piscine dans votre contrat à condition que vous ayez une sensibilisation aux risques liés aux accidents domestiques dans les piscines privées. Parce que des parents qui vont de bonne foi, hein, qui vont étendre le linge parce qu'ils s'imaginent que quand le gamin, s'il tombe dans la piscine, il va crier et qu'ils auront le temps de l'entendre et de venir le chercher, il y en a des centaines.
des parents qui s'imaginent que, en fait, quand ils prennent leur téléphone pour regarder leur message ou regarder quelque chose, ça n'a pas duré longtemps et en fait, ça a duré 3 minutes ou 4 minutes. Et c'est suffisant pour se noyer. Donc, cette éducation-là, il y a plein de pistes. Il y a celle des professionnels que sont les maîtres nageurs dans leur domaine, que ce soit au niveau des clubs de natation, que ce soit dans les piscines, que ce soit dans les journées. Et puis, il y a d'autres choses parce que éduquer les enfants, c'est bien, hein, c'est génération à venir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi sensibiliser les parents. Et je donne un autre exemple. Un parent qui a un balcon, qui habite dans un immeuble au 10e étage. Et puis, pour des raisons d'entretien, on démonte la barrière du balcon pour la refaire. Ça ne lui viendra pas à l'idée de laisser la porte ouverte du balcon. D'accord ? Ok. Pourtant, quand il va à la piscine, c'est pareil. On est au bord du balcon, hein, le gamin, il ne sait pas nager, il marche au bord de la piscine et il va s'asseoir dans la pelouse et il va regarder son téléphone. Donc, il laisse son enfant se promener au bord du balcon. Et puis, peut-être à un moment, soit il va glisser, soit il va être bousculé, soit il va avoir envie de sauter et le gamin va sauter dans la piscine. On a tous repêché les maîtres nageurs des gamins qui ont sauté parce qu'ils n'ont pas encore leur brassard, parce que, ok. Cette notion-là, finalement, si cet accident arrive, c'est parce que les parents n'ont pas la notion. Et il faut trouver des solutions pour leur apporter. Donc, l'éducation du public, elle se fait à tous les âges et dans différents domaines, que ce soit les assurances, le privé, le public, l'associatif, les journées de prévention, mais c'est une brique indispensable. J'essaye de faire grandir Swim Smart, donc je suis en recherche de partenaires, déjà pour gagner ma vie et puis pouvoir proposer plus de contenu. Et tu m'as donné l'idée d'aller voir les assurances pour leur proposer un partenariat, justement pour ce côté sensibilisation. Donc voilà, si ça marche, je te paye une bière avec grand plaisir, parce que c'est important. Ça peut marcher, hein, parce que je sais que j'ai été sollicité déjà par certaines compagnies d'assurance. Je salue Alain Bernard qui sera là cet après-midi, parce qu'on l'a fait ensemble parfois. Par des compagnies d'assurance qui sont sensibles à ça, par des sociétés comme les Gîtes de France aussi, qui travaillent sur la sécurité de leurs adhérents. Donc, oui, il y a une piste là-dessus. Hein. Il y a une piste. Mais de toute façon, comme on a bien vu que chaque personne avait un rôle à jouer, forcément, chaque entité, chaque entreprise aussi peut avoir un impact. Et il n'y a pas de petit impact. Chaque impact est important. C'est le mur. C'est le mur. Chaque brique est importante. Plus il y aura de briques, plus le mur sera solide. Voilà. Et j'en profite avant qu'on passe à la conclusion, parce que malheureusement, je pense que le truc le plus dur aujourd'hui pour moi, ça va être de gérer les différents timings. Là, il y a un certain nombre de briques. Comme tu l'as dit, elles n'y sont pas toutes. Il n'y a pas des briques plus importantes que d'autres. Elles ont toutes un rôle ultra important à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut avoir un regard, prendre du recul. Il faut que les acteurs arrivent à se dire, bon, ok, mon rôle existe, mais il est lié aussi à ce que d'autres remplissent le leur, et parfois en collaboration. Il ne faut pas hésiter à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec l'éducation nationale pour que demain, les parents agréés, les instits, les enfants aient une approche de la sécurité à un autre moment que quand ils arrivent au bord du bassin. Comment je peux faire avec les assurances pour que, effectivement, les piscines privées, il n'y ait plus autant d'accidents domestiques avec des noyades en piscine privée. Comment on fait pour que les professionnels aient des outils pour la surveillance ? Quand on a toute une liste de vidéos, et je ne les ai pas toutes regardées avec plaisir, mais j'ai bien essayé de comprendre, ça fait partie du retour d'expérience, de comprendre comment certains accidents ont eu lieu, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des vidéos, soit parce qu'il y a des vidéos de sécurité, soit de sûreté, enfin, soit parce que des gens ont filmé. C'est très important de bien analyser les choses pour se dire, OK, comment je forme les gens, comment je donne des outils, qu'est-ce que je développe comme outil pour que les accidents connus, dont on a l'histoire, le contexte de survenue et le mécanisme, puissent être contrés. Et ça, ça fait partie aussi du travail. La surveillance, je peux garantir que j'ai encore malheureusement vu pas mal de piscines, parce que soit à titre perso, soit dans le cadre de mon travail, je vois pas mal de piscines, où il y a des axes de progression très importants. Il faut vraiment pas s'en remettre au fait que les accidents en piscine sont rares. C'est vrai, ils sont rares,
mais ils ne sont pas forcément que parce que les gens sont super forts. Ils sont aussi parce que c'est un contexte qui est pas très accidentogène au regard du nombre de baigneurs. Mais par contre, l'accident peut quand même arriver et l'actualité nous montre, voilà, les dernières statistiques de noyade. On verra quand elles seront bien consolidées, hein, mais elles donnent quand même des informations qui font comprendre qu'on peut encore travailler là-dessus. La formation des professionnels, la surveillance, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment encore évoluer. Et puis, la réglementation suivra peut-être. Hein, c'est généralement, en France, c'est souvent ça, hein, c'est une réaction suite à des accidents. Mais si on peut le construire en amont, et on parlait de la norme AFNOR tout à l'heure, par exemple, la plupart, en moyenne, c'est 50% des professionnels qui ont peut-être entendu parler de la norme, mais qui ne l'ont même pas lu, alors que ça fait déjà 3 ans qu'elle existe, quoi. Donc, on a des outils, mais on n'arrive pas à les diffuser. Il y a aussi du travail là-dessus. Pour les diffuser, justement, nous, on est diffusé sur 3 plateformes en direct en ce moment, donc sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch. J'ai rajouté Twitch parce que je me suis dit que c'était un public que j'atteignais pas d'habitude et qui peut-être ne parle pas de natation. Donc, si ça permet de planter une graine, c'est toujours ça de prix. Je te propose, parce qu'on arrive à la fin, avant la dernière question, de regarder un autre clip de la FFN, histoire de voir. Et pendant ce temps, les gens qui sont sur YouTube, sur Twitch et sur LinkedIn, en dehors de vous abonner parce que ça aide, de partager parce que ça aide, vous pouvez voter pour nous dire si vous êtes plus piscine, mer, océan ou lac. Et on se retrouve tout de suite, Guillaume, pour la dernière question. Je m'appelle Jade. J'ai 5 ans. Dans quelques secondes, je vais me noyer. Pourtant, papa est juste là. Il me surveille. Tout va bien. Cette vidéo de chien, on s'en serait bien passé. Quelques secondes peuvent tout changer. Restez attentifs. La noyade ne prévient pas. Fédération française de natation. Il y a toujours un club près de chez vous. Agissez. Voilà. Encore merci à la Fédé pour tout le travail et pour tout ça. Un commentaire, Guillaume. Moi, je me dirais juste, effectivement, la vidéo, tiens, on peut s'en passer, surtout que ce genre de vidéo, moi, je suis pas fan du tout. Mais quand je disais que la réglementation pouvait évoluer, peut-être que dans quelques années, comme dans les lycées, on interdira les téléphones au bord des piscines. On ne sait pas. Mais que ce soit pour le problème de vigilance ou que ce soit aussi, parce qu'on a d'autres soucis avec des gens qui filment et qui font des photos, qui ne devraient pas. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, les téléphones vont être interdits de façon officielle pour tout. Voilà. C'est une question de temps. Je ne peux pas dire quand, mais je pense que ça viendra. Oui, on a tous été confrontés à ça. Mais aussi, on va être honnête, hein, de la part des maîtres nageurs qui ont le téléphone au bassin, malheureusement, ça existe aussi, ça existe encore, et il ne faut pas, évidemment, mais aussi des clients qui sont soit arrivés sur le téléphone pendant que l'enfant est dans l'eau, soit qui prennent, comme tu l'as dit, des photos. Je pense que déposer le téléphone au moment où tu prends ton entrée, c'est une très bonne solution. Et et justement, je voulais revenir pour clôturer sur un élément, on n'en a pas trop parlé, c'est il faut pas que les parents se disent mon enfant sait nager quand je suis là, donc si je suis pas là, il sait forcément nager. C'est vraiment pas du tout la même chose d'être tout seul, de pas avoir ce côté confiance, d'avoir le parent pas loin, quoi. Ouais, et puis quelle est la capacité du parent à évaluer les capacités de son enfant, quoi. Alors déjà, il y a le contexte, hein, parce qu'on a fait les tests. Un enfant qui va passer entre 2 perches à la piscine et qui va pas passer, et qui y arrive, et puis qui va pas passer sous ces 2 perches qui ont exactement le même écartement, mais parce qu'il y a un tapis en surface. On a déjà tous connu ça. Donc déjà, les capacités dans un contexte particulier, est-ce qu'elles sont capables d'être reproduites dans un autre contexte? Et ensuite, est-ce que les parents ont bien conscience? Moi, j'ai vu des parents qui pensent que leur enfant sait nager parce qu'il a mis la tête sous l'eau, quoi. Donc, il faut aussi avoir de la prudence là-dessus. D'ailleurs, les professionnels, moi, j'essaie de les sensibiliser, et ils le sont, hein, mais voilà, quand on apprend à nager aux enfants pour les maîtres nageurs, dire attention, hein,
les parents, c'est pas parce que j'ai réussi à lui faire faire 5 mètres sans flotteur que vous pouvez le laisser tout seul dans la piscine. Il faut faire attention. Donc oui, c'est important que les parents soient prudents. Mais du coup, on en revient à la question de départ, quoi. Comment ils sont formés, sensibilisés, quoi. Et ça va être une question qu'on va se poser tout au long de la journée parce que j'ai la chance d'avoir des maîtres nageurs, d'avoir des parents, d'avoir des gens de la FNMNS, d'avoir Alain Bernard, donc plein de postures différentes, plein d'angles différents pour pouvoir se poser la question. Et déjà, je pense que c'est important parce que est-ce que nous, en tant que maîtres nageurs, on a tous la même définition du « c'est bon, il sait nager ». Déjà, là, il va forcément y avoir un désaccord, même si ces dernières années, il y a un travail qui est fait pour un petit peu uniformiser cette phrase-là. Ouais, je pense qu'il faut toujours la contextualiser aujourd'hui. C'est pas mon enfant sait nager. Mon enfant est capable de faire telle chose dans tel contexte. Il est capable de nager 5 mètres s'il tombe dans la piscine à la maison, il est capable de revenir au bord. C'est pas la même chose de s'il va faire du kayak, est-ce qu'il est capable de nager avec un gilet de sauvetage. Donc il faut vraiment contextualiser les choses. Et je sais que les parents, quand ils donnent des cours de natation, ils aiment bien savoir c'est bon, il sait nager. Moi, je réponds jamais à cette question parce que à la fois, je ne sais pas quelle définition eux mettent derrière et qu'est-ce qu'ils en attendent. Est-ce que c'est pour aller faire un triathlon ou est-ce que c'est juste pour revenir au bord si je tombe de la piscine, quoi. Donc, il faut être très prudent, effectivement, sur le vocabulaire utilisé. D'accord. On arrive, il te reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. J'aimerais que tu répondes à une question ultra compliquée, mais te connaissant, tu vas y arriver. Selon toi, un adulte, quelle est la première action qu'il doit faire dès demain pour augmenter, pour sensibiliser contre la noyade? Je ne sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, elle était très claire comme question. Alors, un adulte, tu parles d'un parent ou tu parles de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui veut savoir s'il est capable d'aller nager au lac ou quoi? Eh bien, allez, je te challenge. En 4 minutes, tu as les deux. Alors, pour le parent, ne pas rester sur ses références à lui, c'est-à-dire confronter qu'est-ce qu'il entend par savoir nager, en parler avec des professionnels et dire voilà, qu'est-ce que j'entends par autonomie ou savoir nager et qu'est-ce que je veux faire à mes enfants. Il y a des gens qui ne vont pas emmener leurs enfants à la mer, qui ne vont pas emmener leurs enfants dans un parc aquatique et donc la question est différente de ceux qui font beaucoup d'activités en extérieur et qui vont aller faire du canyoning et plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce que je veux faire à mes enfants et quel est le niveau de sécurité qui s'y rapporte en discutant avec les professionnels. Après, l'adulte qui, lui, a des doutes sur son niveau, même chose, on se confronte à la vie de professionnel et qu'est-ce que je veux faire? Si je vais, parce qu'il fait canicule et que j'ai la chance de pouvoir aller vers un plan d'eau pas très loin, je vais au plan d'eau. Ok, il n'y a pas de surveillance ou c'est en dehors des heures de surveillance et je vais me rafraîchir, je vais me baigner. Là, par contre, c'est de se poser la question, quels sont les risques spécifiques? Est-ce que j'ai le droit de me baigner à cet endroit? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques? Est-ce que ce que je veux faire n'est pas au-delà du raisonnable? C'est-à-dire que je ne me lance pas dans la traversée du lac alors que j'ai jamais fait de natation de ma vie, simplement parce qu'il fait beau et que c'est joli et qu'on voit la rive de l'autre côté et que ça a l'air pas loin. C'est pas une fois qu'on est au milieu du lac, qu'on a fait 400 mètres et qu'on est trop loin pour revenir et pas encore arrivé qu'on va se poser la question, en fait, est-ce que j'ai le niveau? Donc, tout est une question de contexte. D'une façon générale, pour les activités de loisirs et spécifiquement pour la baignade, puisque l'accident il arrive en quelques secondes, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je fais est raisonnable? Est-ce que j'ai regardé les informations liées à l'activité? Que ce soit lire les panneaux quand on va à l'océan, lire les panneaux avec les emplacements des baïnes, demander des conseils aux professionnels ou de se renseigner simplement sur les interdictions ou les horaires de surveillance, des choses comme ça. Voilà, donc c'est une question de se poser à un endroit et de dire quels sont les risques de cet endroit et est-ce que moi je suis capable de faire face à ces risques ou pas.
Ok, j'aurais préféré que tu répondes s'abonner à SwimSmart, mais c'est déjà une très belle réponse. Surtout que Non, mais j'ai ça, fait c'est d'office, ça, c'est un prérequis. mais justement, tu parlais de buy-in, tu parlais de panneaux d'interdiction et tout, et je suis assez content et je vais l'avouer assez fier, c'est que l'année dernière, ma façon de lutter contre pour la journée de prévention de la noyade, c'était justement pendant un mois, chaque jour, j'avais une petite capsule qui parlait une fois de buy-in, après d'hydrocution, après des différents panneaux, des différents types de baignades. Donc, j'ai tout le temps plein d'idées et elles sont pas toutes fausses et ça me rassure. Ça fait du bien. Un grand merci Guillaume. Malheureusement, je suis obligé d'écourter ce moment. C'était passionnant. Merci pour tout. Je le rappelle, ton passage va devenir un épisode du podcast que je vais diffuser sans doute mercredi, comme tu es passé le premier. Et que chaque intervenant va avoir son épisode. Pour ceux qui n'ont pas pu passer 10 heures avec moi aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin en quelques secondes, Guillaume. Écoute, moi aussi, je te remercie de m'avoir invité. Pour ceux et celles qui voudraient rééchanger sur ce domaine-là, on peut me retrouver sur LinkedIn. Guillaume Bourbon, Aquasecurit, AQUASECURIT. Voilà, et vraiment un grand merci pour cette invitation et aussi pour l'initiative, parce que plus on sera nombreux comme je l'ai dit, à travailler sur la prévention et plus il y aura de résultats. Et donc, tu contribues à une brique dans le mur. J'ai pas mis podcast sur le mur, mais il faut le refaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Et pour là, c'est en live sur YouTube. Quand ça sera sur l'épisode, en description, je mettrai tous les liens que tu voudras que je mette en avant avec plaisir. Il y aura la page du site internet avec tes liens pour mettre en avant. Les gens que j'ai invités déjà ont quasiment tous dit oui, donc j'en suis ravi, mais sont triés sur le volet. Voilà, si vous passez ici, c'est que je suis persuadé de votre pertinence et de votre l'importance dans tout ce cheminement. Donc, ceux qui sont abonnés, qui apprécient SwimSmart, vous apprécierez forcément les personnes qui vont passer aujourd'hui. Et donc, toi, Guillaume, encore un grand merci. Merci à toi. Une très belle journée. À très, très vite. À très bientôt. On va très vite. Et juste après toi, c'est Lucas qui est entraîneur, formateur au Krebs. Et justement, tu as parlé du fait que ça commençait dès la formation des maîtres nageurs. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un du Krebs je crois que c'est Pyrénées-Atlantiques, mais je suis pas sûr, à vérifier. Et comme ça fait une continuité, à croire que c'est un peu réfléchi cette journée, quoi. C'est tout calculé. Bonne journée à toi, merci, ciao, ciao. Salut.